Welcome to the Shaker Show. Et boum les gars, bienvenue dans un nouvel épisode du Shaker Show, le podcast qui vous parle de l'actualité du CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général. Bienvenue dans une nouvelle saison du podcast, bientôt la 6e parce que le temps passe à une vitesse incroyable. Je retombais il n'y a pas longtemps sur mes dernières vidéos. Et si vous êtes des fidèles du podcast, vous le savez que j'ai très souvent des invités que j'appelle récurrents ou permanents. Et parmi eux, l'un de mes préférés, qui m'a déjà fait l'honneur d'être présent sur le podcast plusieurs fois, c'est un semi-compatriote, puisqu'il est quand même à moitié français. Ça a été une grande source d'inspiration pour moi dans mon développement en tant qu'athlète et en tant qu'entraîneur. Son prénom, c'est Mathieu. Son nom de famille, c'est Dubruck. Matt, comment ça va? Ça roule, très bien, regarde. En forme, parce que je me sens, c'est quoi l'expression? C'est swall and haltérophilie et swall, ou je sais pas quoi, là, le nouveau programme. Ouais, là, il y a pas longtemps, je suis tombé sur... donc, si vous démarrez le CrossFit, il y a une nana qui a gagné les CrossFit Games par le passé. Pour le coup, une Québécoise comme Mathieu, qui s'appelle Camille Leblanc-Bazinet. Et puis, depuis qu'elle est plus dans le CrossFit, elle fait un peu du fitness. Et j'ai l'impression que c'est son mari qui ramène à manger à la maison. Et son mari, c'est un ancien collègue à nous qui s'appelle Dave Lipson, qui était quand même un fucking good athlète de CrossFit, hein. Toi, tu dois le savoir mieux que moi. C'est pas lui qui avait le record à Grace pendant longtemps? Pendant, Il à me semble qu'il Isabelle, avait un son Grace. premier à faire Isabelle en bas de 1 minute. Ok, donc Isabelle, c'est pareil, hein, c'est un entraînement de référence de CrossFit, c'est 30 arrachés à du coup 61 kilos, donc en moins d'une minute, ça commence vraiment à causer. Et donc depuis qu'elle est à la retraite, et ben c'est lui qui, je pense, hein, travaille le plus. Et donc il a un programme d'entraînement qui s'appelle Thunderbro. Il fait du suivi à distance. Il est parti dans un délire où la fonctionnalité du mouvement rencontre l'esthétique. C'est ça, non? Oui, Et apparemment, pour t'entraîner, il faut un short en jean et une chemisette sans manches à carreaux. Et là, il a sorti un programme là, il y a pas longtemps qui s'appelle Holy Swally. Donc, c'est genre de l'haltérophilie et du bodybuilding. Mais je pense que c'est legit, hein, parce que il le fait avec Chad Vaughn, tu vois, fucking good haltérophile des US. Et je me rappelle, c'est le premier mec qui était venu à CrossFit Louvre, peut-être en 2012 ou tout début 2013, nous faire genre un workshop, tu vois, où il arrêtait pas de nous expliquer comment travailler la rotation externe de l'épaule en appuyant notre main sur le rig là. Et donc du coup, j'ai vu passer ce programme il y a pas longtemps. Et ouais, écoute, franchement, ça me permet d'être jacked comme il est maintenant. Du coup, Dave, et en même temps d'être bon en haltéro comme Chad, bon, ce dont je doute, néanmoins, je signe. Je signe. ouais, Dave, il avait Ouais, sinon, tu aussi, pour t'entraînes un peu? l'histoire, Dave, il avait aussi, pendant 1 an, fait des back squats à tous les jours de au moins 450 livres. Donc, en kilos, c'est juste au-dessus de 200 kilos. Ouais, tous les jours. Tous les jours, pendant 1 an, il l'avait fait pour Amanda Miller, qui était morte du cancer. Il avait dit, tous les jours, je vais squatter au moins une répétition à 450 livres minimum. Et il l'a fait 365 fois. Ah ouais, c'est un monstre. Mais c'est un mec marrant, hein, si vous connaissez pas Dave Lipson. Je crois que son nom sur Insta, c'est Dave freaking Lipson ou un truc comme ça. Ouais. Et, euh, et ce gars-là, je me rappelle, je travaillais une fois avec lui à Nice. C'était malheureusement en 2015, le week-end des attentats du Bataclan. On avait donné un level 1, et donc Camille Leblanc-Bazinet et Dave. Et j'ai plein d'anecdotes très drôles, notamment parce que tu sais, le matin, quand on donne un level 1, on doit se présenter. Moi, à l'époque, je traduisais, donc je me contente de traduire les présentations. Et quand Camille se présente, bah, elle avait un tel pédigré. Je m'appelle Camille Leblanc-Bazinet, j'ai été représentante de l'équipe nationale de gymnastique. J'ai été championne nationale de l'équipe de gymnastique en 94, 95, 96. Puis m'en suis allé à faire du CrossFit. J'ai Et gagné les il te games. donne tout son pédigré. J'ai gagné les games au cas où t'es pas au courant. Et ça continue, ça continue. J'ai représenté le Canada aux Jeux Olympiques en haltérophilie. Bref, et ça continue, ça continue. Et bon, elle dit que la vérité, hein, mais du coup, ça prend du temps. Et ensuite, le mec d'après, du coup, c'est Dave Lipson. Et donc, le mec, pour se présenter, il fait Salut, je m'appelle Dave, je suis le mari de cette meuf. Et c'était terminé. Alors qu'il a été lanceur professionnel au baseball, il a été, je veux dire, il a fait quand même plusieurs trucs lui-même. Hein. Ah, et, attends, il est super fort. Et pour le coup,
on charrie, je charrie un petit peu sur les shorts en jean et les chemisettes à carreaux sans manches, mais c'est sûr qu'il connaît vraiment bien son affaire. C'est une pointure. Pour rien de cacher, combien de fois, moi j'ai deux programmes là, deux e-books, tu vois, de Dave qu'on m'a offert. Et je t'avoue, je les ai poncés, hein, un avec la méthode bulgare là pour faire un peu de volume avec que du 8x8 en 8 x tempo 8, avec de l'excentrique. 8 Voilà. by 8x8. Ça- c'est le buddy training et puis les finishers. Il a fait tout un e-book avec plein de finishers que moi j'ai poncé et reponcé pour les mettre à la fin de mes cours où tu te détruis les triceps ou les biceps avec une bande élastique et trois trucs. Donc non, franchement, il est vraiment cool et puis il s'est créé un personnage vraiment, vraiment marrant. Et, euh, et toi, peut-être que tu sais comment ça se fait que Dave et Camille, ils étaient si potes avec Dave. Et je pense qu'ils sont toujours avec Dave Castro. Mais j'ai toujours, moi, dès les premiers temps, même la première fois où tu m'as amené, rencontrer les grands boss de chez CrossFit, là, après les games, ils étaient déjà à table à l'époque. Comment ça se fait qu'ils aient toujours été Je aussi pense potes? que Dave Lipson, ça a été en premier parce que c'était un des premiers athlètes qui passait d'un sport connu, parce qu'aux États-Unis, c'est quand même une institution, le baseball. Et lui, c'était le premier lanceur à avoir eu une reconstruction de l'épaule et quand même revenir compétitif dans le sport du baseball. Donc, il était déjà un peu connu là-dessus, au niveau que c'était déjà une sommité d'en comprendre, pas juste s'entraîner comme un bourrin, mais comprendre pourquoi et puis avoir une certaine méthode. Donc, quand il a commencé le CrossFit, il était déjà ultra explosif et relativement intelligent et bien une bonne élocution. Dave, il aimait ça. Donc, ils sont devenus comme amis un peu de la même façon que nous au Canada, on a Jason McDonald qui était le premier de la UFC à venir dans le CrossFit. Ça a fait qu'il a une certaine relation avec Dave parce qu'au début, en fait, Dave, il aimait bien ces athlètes qui partaient de sport mainstream et qui faisaient le leap of faith, comme il disait, de rentrer dans une méthodologie qui, pour nous, on savait que c'était bon, mais il n'y a personne. Tout le monde leur disait un peu, vous êtes cons, pourquoi vous allez dans le CrossFit? La UFC, c'est beaucoup plus gros, le baseball, c'est beaucoup plus gros, tu sais, c'était le début. Donc, eux, ils avaient vraiment confiance et compris. Ils avaient, comme on disait l'expression, justement, drink the Kool-Aid. Ils avaient bu la potion magique, tu sais, ils avaient compris que ça allait être bon. Donc, je pense que ça, Dave, il a toujours, Dave Castro, il a toujours respecté ça de Dave Lipson. Et après, Camille, c'était la première, entre guillemets, internationale de l'extérieur des États-Unis, la première fille de l'extérieur des États-Unis qui était de un, comme il disait, photoshopable, entre guillemets, genre elle avait pas besoin d'être photoshopée, elle avait déjà l'air cute, malgré le fait qu'elle envoyait des trucs de débile mental. Je veux dire, c'était la première à faire des snatchs, genre au-dessus de 200 livres, genre dans les filles qui faisaient du CrossFit. C'est la première à enchaîner les muscle-up, tout ça, genre vraiment en compétition. Mais en même temps, elle avait l'air de cette petite fille, genre tu sais, un peu qui serait sur les comptes Instagram à juste dire, regardez, j'ai l'air cute en maillot. Mais pour finir, elle envoyait vraiment du lourd, genre dans les compétitions. Et elle avait un accent, elle savait pas bien parler anglais. Pour ceux qui connaissent Camille, genre, c'est pas la personne qui a le plus d'intelligence sociale, entre guillemets, de pouvoir interagir avec quelqu'un au même niveau émotionnel. Tu sais, c'est pas sa force. Mais en plus, comme elle avait la barrière de la langue, ça faisait des situations avec des quiproquos relativement drôles. Et je pense que Dave, il aime ces trucs-là. Il aime ces controverses. Il aime. Euh, Camille, c'est un peu une Dave en féminin. Hein, elle va te dire ce qu'elle pense et elle se fout un peu de ce que tu en penses. Elle va pas changer sa réponse. Elle va pas changer sa réponse parce qu'elle veut pas te blesser, tu sais. J'en ai fait, j'en ai fait les frais une fois ou deux, pour tout te dire, tu vois. Donc, je vois très bien de quoi tu parles, mais n'empêche que mes quelques interactions avec Camille font que j'esquive plus jamais un jour où il faut faire des pull-ups, que j'ai des maniques ou pas de maniques, parce que dès que j'ai envie de me plaindre que ça va me faire mal à la main ou j'ai déjà un steak, je la revois me faire bah alors, t'as mal à tes petites mains. Ce qu'elle m'avait ah ouais. J'ai dit là, j'avoue que le jour où elle m'a sorti ça en 2015, que j'étais dans ce que je pensais être mon prime et que j'étais keuf et compagnie, je faisais peur à tout le monde et qu'elle elle m'a dit ça, j'ai dit bon d'accord. Apparemment la petite elle, je fais pas vraiment peur. Et une autre fois aussi, elle m'a vraiment inspiré et où j'ai compris que
C'est notamment les filles, elles allaient tout éclater dans le CrossFit et même dans la performance athlétique en général. C'est Alice, quand on faisait les entraînements, où on avait pris un entraînement de l'Open. Je me rappelle plus lequel. Il me semble que c'est celui avec les deadlifts, les push press et les box jump. Et qu'elle a pris la charge des garçons de l'époque. Je crois que c'est un haut de 2012 ou 2013 et qu'elle nous a atomisé et qu'elle aurait même signé, si elle l'avait fait en 2012 et pas en 2015 comme nous on l'a fait, elle aurait même signé un top 10 dans le score chez les garçons avec ce qu'elle a sorti. Tu vois, en termes de score. Et là, j'ai dit, ok, vas-y, laisse tomber. Bon, allez, je vais arrêter d'avoir mal aux mains et je vais arrêter d'avoir mal au cul et je vais essayer de me mettre au boulot. Mais c'est ce qui est exceptionnel avec Camille, hein, c'est que c'est quelqu'un qui est prêt à tout, justement. Elle peut avoir la main complètement défaite, elle va quand même finir le travail, elle va toujours continuer à pousser parce que elle veut essayer de gagner. Et même dans les situations où est-ce qu'il faut qu'elle se mette en retrait, on pourrait imaginer que c'est une personne où est-ce que c'est tout, elle, un peu plus égocentrique, le stéréotype de l'athlète. Mais quand elle avait été coach de l'équipe Canada au Invitational, ben, apparemment, tous les athlètes justement canadiens à qui j'ai parlé qui avaient un petit stress d'être coachés par elle, qui se disaient « Ah, ça va retourner autour du centre Camille. » Non, elle avait vraiment très bien fait son rôle et justement, quand il faut gagner, elle va prendre la place qu'il faut prendre pour s'assurer que son équipe ou elle gagne. C'est à 100%. Ah, mais c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Et ouais, tu me disais avant qu'on démarre le podcast, là, tu t'es entraîné, t'as fait CrossFit.com là? Ouais, en ce moment, on essaye de faire souvent le CrossFit.com. En fait, j'ai 2 règles en ce moment. J'essaye qu'à chaque semaine, je fasse au moins un des entraînements CrossFit.com. Et la deuxième règle, c'est dès qu'il y a un entraînement que je pense qui a l'air un peu insignifiant, c'est sur .com, c'est sûr que je le fais. Donc, hier, on a fait le workout avec le rameur et la planche. Si vous ne l'avez pas vu, c'est 200 mètres de rameur, 30 secondes de planche, 400 mètres de rameur, 1 minute de planche, 600 mètres de rameur, 1 minute et demie de planche, jusqu'à 1000 mètres de rameur, 2 minutes et demie de planche. Sincèrement, j'ai vu le workout, je me suis dit, ça, c'est un warm-up pour moi, parce que je suis bon pour la planche. Et je me suis dit, attends une seconde, Matt, tu trouves ça insignifiant, il faut que tu le programmes et que tu y ailles à fond dessus, all out. Et donc, on l'a fait hier et ça nous a atomisé. Et aujourd'hui, c'était le même principe, c'était juste une barre, 25 hang power clean, 50 front squat, 25 hang power clean, 165 livres, donc 75, un petit peu moins, 72,5 kilos, donc rien de trop lourd. Mais wow, les derniers squats, puis après reprendre la barre pour passer là, je l'ai senti passer. Je pensais pas suer autant dans un workout avec une barre d'haltérophilie. Comme ça, sec. Bah, écoute, moi en ce moment, malgré le fait que je programme toujours, tu sais, pour une série d'affiliés en France avec WIS, moi je me suis bien, avec Gauthier, avec mon binôme, on s'est bien mis au turbin là, pour la rentrée là, au mois de septembre. Donc on a créé un système dans lequel, dans la programmation, bon, sur ce mois-ci, on a fait vraiment un retour aux bases. Okay. J'ai pas été aussi extrême que Glassman à l'époque où il a repris la programmation de CrossFit parce que j'avais pas envie de perdre tout le monde, tu vois. Mais mon ami, allez mec, on va faire du tirage à la dumbbell et on va faire un peu la planche. Mais on a mis beaucoup de benchmarks notamment. Et puis moi j'ai été chercher plein d'articles, tu vois, du CrossFit Journal. Je sais pas si tu as vu sur son site la Broken Science Initiative, il a reposté certains des articles. Donc je suis parti du principe que s'il avait pris la peine de les reposter, c'était peut-être aussi parce que c'était ceux-là qu'il considérait comme étant les plus fondateurs. Donc tu vois, j'ai été chercher un petit peu là-dedans et j'en mets 1 ou 2 par semaine pour que les mecs ils s'éduquent. Et même si du coup la plupart des entraînements là que je mets sur la prog, bah, c'est des choses que peut-être j'ai déjà fait par le passé ou j'ai fait récemment pour les tester. Là, moi en ce moment, je suis pas mal la programmation du CAP, tu vois, là où je m'entraîne, le CrossFit Affiliate Programme. Et en vrai, parce que moi je trouve que si tu veux programmer, oui, il faut faire ce que tu programmes, mais il faut aussi aller se poser la question de ce que font les autres ailleurs, tu vois. Et c'est pas mal branlé. C'est pas mal branlé, notamment pour la gestion des mecs qui veulent faire, c'est du volume additionnel. Tu vois, notamment les aspirants à la compétition. Ils ont fait plein de trucs par le passé. Des fois, la prog compétiteur a été complètement différente de la prog, entre guillemets, des athlètes qui faisaient le haut du jour.
Donc, du coup, ça t'empêchait, tu vois, de garder la communauté ensemble. Et là, ils ont fait un système où, globalement, le WOD du jeudi, ok, bah, si tu fais de la compétition, tu vas te le manger en deuxième session le mercredi ou le vendredi. Tu vois, et comme ça, ils sont sûrs que le jeudi, ça peut devenir ton jour de récupération et le dimanche, hypothétiquement, ça devient ça. Et, euh, et voilà. Et après, il y a des trucs que j'aime pas. Enfin, que j'aime pas. Ça marche, mais je pense pas que ce soit applicable véritablement à une boxe. Et dans le travail complémentaire, ils ont toujours un focus sur la force. Tu vois, et leur focus sur la force, il est cool. Hein. C'est une méthode linéaire sur un mouvement. C'est toi qui le choisis. Donc, lancement, c'est jeter, clean ou snatch. Mais c'est sur 8 semaines. Tu vois. Et moi, je suis pas certain que la plupart des athlètes, même ceux qui sont un peu motivés, je suis pas sûr qu'ils soient capables sur 8 semaines, toujours, hein, pour une majorité d'entre eux, de tenir cette progression assez linéaire. Donc là, pour le mois prochain, et je vais faire ça jusqu'à la fin de l'année, on verra ce que ça raconte. En plus des classes, ce que je vais faire, c'est que sur 4 semaines, tu vois, je vais mettre une emphase du coup sur un mouvement. Donc là, par exemple, je sais qu'au mois d'octobre, je vais faire ça sur le squat clean. Et donc, en gros, je pars du principe que les mecs, ils connaissent leur record personnel, parce que de toute façon, t'as pas à faire de volume en plus du volume de la classe si tu connais pas tes perfs de base, dont ton clean. Enfin, moi, c'est que mon avis. Et donc, du coup, la première semaine, c'est de faire trois clean ou du max out sur 3 clean et 5 front squat. Ok. La semaine suivante sur 2 clean et 4 front squat. La semaine d'après sur un clean et t'as compris 3 front squat. Mais donc, du coup, pour qu'à la dernière semaine, le heavy day de la semaine pour tout le monde, ok, ce soit peut-être 5 fois 3 squat clean on va dire pour tous les athlètes qui font le haut du jour, mais pour ceux du coup qui font les blocs, que pour eux ça devienne, tu vois, 5 tentatives de faire un max au squat clean. Et je me dis comme ça, les mecs, la tentative, c'est de se dire, ok, bah il y a des gens qui ont peut-être un petit peu le temps et un petit peu d'envie de faire un peu plus, ok, ils ont le niveau aussi. Bah, je leur donne, mais j'ai quand même envie que, tu sais, le moment de réussite, tu vois, au moment où ils exultent et où ils sont contents, ils le vivent dans la classe. Et en plus, ils auront davantage de sens de réussir, puisqu'au-delà de l'approche quantitative, si le jour où tu dois faire tes max, t'as le coach qui est sur ton dos, tu vois, ça devrait t'aider pas mal. Et j'ai hâte de voir, tu vois, comment ça va fonctionner. Je pense que je vais faire ça au moins jusqu'à la fin de l'année, octobre, novembre, décembre, le temps de faire 3 lifts, tu vois, un en relation avec le clean and jerk, un en relation avec l'arraché, peut-être un mouvement de force, tu vois, entre les deux. Peut-être du bench. un vrai truc, tu vois. Mais donc, voilà, avant de changer de focus. Mais en tout cas, ça pour dire que le fait de faire le cap, et je suis assez d'accord avec toi, souvent quand le wood il a l'air éclaté, c'est là que c'est très intéressant. Là, aujourd'hui, j'ai fait un intervalle avec du rameur et des toast to bar. 45 secondes max rameur, 15 secondes de transition, 30 secondes max toast to bar. Moi, je peux te dire que chaque 5% d'effort que tu rajoutes sur le rameur, tu le payes cash sur le toast to bar, etc. C'est incroyable dans le grip, dans les abdos, dans tout. Non, il y a des bons trucs. Et là, ils ont Alexander à mercredi. Je sais pas si ça te Oui. parle, c'est un hero workout. Je sais plus qu'est-ce qu'il a fait il y a pas longtemps, parce que je l'ai vu je l'ai vu sur Insta tourner sur des mecs il y a pas longtemps, mais j'avoue que celui-là, j'ai hâte de le faire. Back squat et power clean avec une charge intermédiaire là, gros volume. À mon avis, ça va envoyer. Ça va envoyer. C'est clair. Ok. Et je me disais, je t'ai fait venir parce qu'en fait, on a bossé ensemble le week-end dernier et je regardais un petit peu les derniers projets sur lesquels tu avais bossé parce qu'on a parlé de Dave Lipson, etc. et des e-books qu'il a pu faire. Mais toi, c'était pas ton coup d'essai. Je crois que des ouvrages, mine de rien, tu as contribué à en créer plus d'un dans le domaine du CrossFit et pas que, d'ailleurs, depuis que tu fais ce taf-là. Non, je me trompe? J'ai essayé, ben moi j'aime beaucoup la méthodologie de Westside Barbell avec les efforts maximales, efforts dynamiques. Il y avait très peu d'informations là-dessus, que ce soit en français, ça il n'y en avait pas. En anglais, c'est assez compliqué parce que le gars, il écrit comme il parle. Donc, et, et, Explique-nous ça dans et, des pourcentages. et il est très, non, mais il est très anecdotique. C'est le genre de gars qui dit voici le chapitre sur les efforts dynamiques et il commence avec une histoire de lui qui s'entraîne avec Chuck Vogopool, qui s'assoit sur des boîtes et comment il a inventé l'utilisation des élastiques, mais ça ne te dit pas comment faire un effort dynamique.
Donc, ouais, non, j'ai fait un e-book sur la force avec les élastiques, effort maximal, effort dynamique, pour expliquer un peu à tout le monde. J'ai bossé là-dessus beaucoup il y a longtemps maintenant, là. C'est il y a un peu plus que 9 ans, parce que j'ai fait ça pendant la grossesse de ma femme pour passer le temps. Parce que j'étais en stand-by tout le temps, genre c'est quand qu'on va à l'hôpital, tu sais, le premier, t'es pas trop prêt. Donc je me suis dit, bon, je vais faire un e-book. J'en ai fait pour l'entraînement à la maison, on en a fait avec quelques recettes, on en a fait aussi un peu pour démocratiser un peu comment j'utilise Zone en alimentation, Zone, comment j'utilise un peu le jeûne intermittent, comment j'utilise aussi un peu de temps en temps juste essayer de manger des aliments qui sont pas transformés. J'en ai fait un peu là-dessus aussi. Puis dernièrement, j'ai fait un projet avec un ami pour vraiment écrire un, entre guillemets, vrai livre, genre en physique, là. On voulait avoir un vrai truc qu'on a appelé, pour le moment, il est juste en anglais, mais il va falloir le traduire, ça c'est clair, s'il y en a qui veulent l'aider. Mais Play for Profit, un peu voir comment on peut faire la corrélation entre ce que tu apprends en sport et comment l'appliquer en business. Parce qu'on a vu vraiment une grosse corrélation. Ben, toi, t'en fais partie, par exemple. Tu sais, beaucoup de ton éducation vient du monde du sport. Et pour finir, quand on regarde, ben, tu arrives à très, très bien l'utiliser dans le monde de la business. Moi, c'est un peu le même principe. Et puis, le gars avec qui je l'ai coécrit, en fait, c'est le contraire. C'est un gars qui est vraiment dans la business. Et ça, on en a tous dans les box. Si on s'entend dans les box, tu as des gros businessmen qui se réveillent à un moment et qui se disent, tiens, il faudrait que je prenne soin de moi. Et pour finir, ce qu'ils apprennent dans la box de CrossFit, ils se mettent à l'utiliser pour gérer leurs équipes, ils se mettent à l'utiliser pour motiver leurs équipes, tout ça. Donc, il y a un peu les deux côtés. Ceux qui viennent de la culture du sport, c'est pour un peu leur donner l'idée que, ben attends, du moins quand nous on était jeunes, on est de la même génération, ceux qui étaient bons en sport, c'était souvent des cancres. Tu sais, c'était souvent, t'étais ou bon en sport ou bon à l'école. Tu sais, c'était pas les deux. Donc on a souvent un peu cette idée que, Moi, j'étais pas mauvais à l'école, hein, loin de là, mais par contre, j'avais un mépris profond pour les études, tu vois. exact, mais c'est ce que je veux dire. Tu C'est-à-dire que, devais faire le choix un peu. C'était un peu comme ouais, le dark side. T'es où dans le dark side ou t'es avec bon, avec les Jedi, tu sais. Mais et c'est un peu le même principe aussi dans le monde du business. Du moins, nous, en Amérique du Nord, il y a un peu cette fausse idée que quand tu sors de l'université, bah, il faut que tu commences à faire les choses sérieuses. Tu n'as plus le temps de t'amuser puis aller t'entraîner. Il faut que tu t'occupes de ta famille, il faut que tu bosses. Et c'est normal, en fait, de laisser ce qu'on parle un peu dans le continuum de CrossFit, de santé et fitness, c'est de laisser aller, dans le fond, tes marqueurs de santé vers un peu la maladie. C'est inévitable. Genre, c'est un mythe hein, pour nous. Donc, en fait, l'idée du livre, c'est de réconcilier un petit peu que ce qu'on fait très bien, je pense, dans les box, de réconcilier le fait que non, t'entraîner, c'est pas juste. Là, on parlait tout ça de genre être plus gros devant le miroir, tout ça. C'est clair que c'est cool d'avoir l'air balèze, c'est clair. Mais l'entraînement, ça te fait pas juste avoir l'air balèze. En fait, tu peux utiliser ce que tu vas apprendre dans l'entraînement vraiment pour l'idée play for profit, pour faire des profits en business. Et de l'autre côté aussi, si tu es quelqu'un qui fait beaucoup de sport, un peu comme ce que tu as vécu, dis-toi pas genre que l'école ça sert à rien puis que ce monde du business tout ça c'est pour d'autres personnes. Toi en fait, tu peux aussi utiliser ce que tu as appris pour justement devenir bon et bien gagner ta vie genre dans le monde du business. Tu sais. bah, moi, ce que j'ai bien aimé, parce que le bouquin, pour le coup, vu que tu as la gentillesse de me l'offrir, je l'ai parcouru quand même avant le podcast. Déjà, Il moi, est tout petit de toute façon donc truc c'est bon. de... Ouais, Oui, bah, 170 de toute façon, pages. moi, mais il y a des images. Moi, j'étais content, il y a des images, donc je n'étais pas perdu. Je Non, moi, serais déjà, content de ce que j'ai t'entendre aimé dans le dire ça. bouquin, c'est vrai? Ouais ouais parce qu'on a travaillé fort pour les images. Ok, ah bah non, mais elles sont cool en plus. Elles sont vraiment cool. Mais moi, ce que j'ai aimé dès le départ dans le postulat du bouquin, mais c'est une information sur laquelle vous appuyez pas trop, mais pour moi, elle est vraiment marquante, elle est vraiment importante. C'est qu'en fait, vous rappelez que tous les mecs ou beaucoup de modèles de réussite, tu vois, de gens qui ont eu du succès, finalement, ils le faisaient peut-être pas avant,
Mais en tout cas, une fois qu'ils sont arrivés, tu vois, ils consacrent énormément de temps, tu vois, à leur entraînement, à leurs conditions physiques. Je sais plus ce que c'est la statistique, mais je crois que vous évoquez qu'il y a à peu près, je crois que 70% des mecs qui font partie des 500 plus grosses fortunes qui de toute façon, voilà, s'entraînent plusieurs fois par semaine, comparé aux gens dans la vie civile avec qui le font vraiment, vraiment peu. Ce qui veut dire que quelque part que tu vois, une fois que tu as quand même tout amassé en termes de réussite matérielle, et je leur souhaite personnelle et j'en passe, bah quand même, tu fais de ta santé ta priorité, parce que ce que tu as envie, c'est de maximiser à quel point tu vas pouvoir profiter de ta réussite. Et il y a plein de cas d'école comme ça, hein, mais on peut penser par exemple au pauvre Steve Jobs, c'est qui est mort d'un cancer, et il y a plein de légendes urbaines sur lui, sur tout ce qu'il a fait comme tentative de traitement avec des chamans, des ci et des ça pour dire que quand la faucheuse elle vient te chercher, finalement, tu revois très très vite tes priorités, tu vois, et donc l'importance de choses de base, hein, comme la santé et la capacité de te mouvoir. Et quelque part, du coup, moi je trouve, tu vois, la petite lecture du bouquin, c'est la première chose, c'est pour tous les gens qui écoutent le podcast et qui sont déjà dans cette habitude, tu vois, d'avoir réussi à s'accorder un petit temps ponctuel dans leur semaine pour eux, peut-être plusieurs fois s'ils ont de la chance pour s'entraîner. Bah, en fait, c'est un vrai privilège qu'il faut pas perdre, parce que demain tu pourrais être le patron d'Amazon, tu vois, que tu serais prêt à sacrifier beaucoup de choses pour être capable de récupérer la shape d'un mec de 20, 30 ou 40 ans, tu vois, qui s'entraîne régulièrement et qui mange bien. Donc en fait, finalement, la santé, c'est un truc inestimable, tu vois, qu'à la base on a tous, qu'on peut entretenir, et et qu'au final, tu vois, l'argent ne peut pas acheter, même si dans les exemples que je donne, l'argent permettra, tu vois, de se dégager du temps pour pouvoir s'entraîner peut-être dans de meilleures conditions, etc., etc. Et encore, je vais te dire, meilleures conditions, ça reste à prouver, parce que j'en ai parlé beaucoup maintenant dans ce podcast. Mais tu as déjà rencontré le mec que je coachais, l'américain qui s'appelait Neil, un docteur, ça te Tu m'as parle ou déjà pas? parlé de lui, Un oui, mec que j'ai, mais je ne l'ai pas tu vois? rencontré. Et ben en fait, j'ai jamais rencontré. Et ben en fait, lui, tu vois, c'était drôle et c'est toujours drôle. C'est quand même un mec qui contribue à mettre sur le marché américain beaucoup des tout derniers médicaments, tu vois, donc qui sont là pour traiter tout ce que tu veux, et même toutes les technologies anti-aging et compagnie. Et c'est quand même le mec que moi j'ai vu à 70 ans passer se buter, tu vois, à l'entraînement, mais vraiment du gros intervalle énervé, pas avoir peur de lifter des poids, aller chercher la haute intensité, etc. Et tu vois, moi quand je lui demandais, bon allez, entre nous, c'est quoi le truc, tu vois, la pilule de jouvence, etc. Bon, qu'il n'avait pas prise lui, hein, je te le dis direct, il faisait 70 ans, il les faisait, hein, il les avait. Il m'a dit non, mais il me dit, mais il n'y a pas d'histoire. Il disait, le seul truc qui marche, vraiment, c'est la haute intensité, parce que c'est la stimulation des mitochondries, c'est tout ce que tu veux, etc. Donc, tu vois, il n'est même pas une question de luxe. Tu vois, c'est même pas l'environnement dans lequel tu vas t'entraîner, la technologie que tu vas utiliser. Le seul truc qui marche, c'est la méthode. Et une nouvelle fois, même si Glassman il l'a dit, c'est un peu la vérité que personne ne veut entendre. Bah, le meilleur retour sur investissement, hein, c'est de la haute intensité plusieurs fois par semaine, et puis l'alimentation qui va avec, quoi. Donc non, moi c'est le premier truc que j'ai aimé dans le bouquin. Et ensuite j'ai trouvé que finalement ce livre, en le lisant, il rassemblait plein de choses, soit qu'on évoque directement nous en tant que formateurs dans le monde du CrossFit. C'est, tu parles du fonctionnement du cerveau notamment, donc ça m'a beaucoup parlé, beaucoup fait penser à CrossFit Kids, soit de bouquins euh, qu'on a pu être amené à lire, tu vois, notamment sur à quel point le fait de développer un esprit compétitif peut t'aider aussi à, tu vois, à surmonter certains obstacles, etc. Et je t'avoue, je me suis arrêté dans ma lecture au moment où tu évoques avoir l'esprit de compétition pour être en compétition avec soi-même, pour être en compétition contre les autres, mais aussi pour être en compétition avec les autres, tu vois, pour surpasser les obstacles qu'on a. Et non, non, mais franchement, j'ai pris pas mal de plaisir à le lire, le bouquin. Le mec avec qui tu l'écris, là, qui s'appelle Christopher Dedeyan, quoi, c'est un Exact, Arménien? exact, tu as tout compris. C'est Ils viennent de m'envoyer, un esprit d'ailleurs, de... il est en Arménie en ce moment, ils viennent de m'envoyer parce que c'est le premier anniversaire, cette semaine, c'est le premier anniversaire du gars qui a fait la Azarian Iron Cross. Azarian, Ok, c'était le ok. premier gars en gymnastique qui se mettait comme ça de côté, là, en s'arrêtant. C'était un Arménien, donc il a une énorme statue en Arménie en ce moment. Il m'a envoyé la photo de la statue. Et du coup, c'est un mec c'est un adhérent de CrossFit Laval? Exact, exact. Lui, c'est un gars, il y a plusieurs histoires derrière ce livre-là, hein. Dans le fond,
Euh, Moi, pour la petite histoire, je suis non diagnostiqué, mais dyslexique. C'est genre à l'université, mes profs étaient comme, tu sais, je pense que tu devrais aller regarder. Puis c'est là qu'on s'en est rendu compte. Mais donc, pendant tout mon parcours scolaire, j'avais vraiment du mal à savoir que dans burpee, c'est pas un P et puis c'est un B, il faut que je l'apprenne par cœur, tu sais. Et Chris, lui, il est extrêmement dyslexique au niveau qu'il faut qu'il parle avec son ordinateur. Il est chanceux d'être dans le monde où on vit parce qu'il parle et l'ordinateur écrit pour lui. Et au lieu de lire, c'est un ordinateur qui lit pour lui. Donc, Ok. sinon, ça lui demande. Il est capable de lire une phrase, mais ça lui demande énormément de concentration. Tu sais. Et ça, la façon qu'il l'explique, c'est comme si on te disait aujourd'hui, tu te brosses les dents, mais avec ton pied droit. Tu sais. Tu vas être capable, mais ça va être vraiment difficile. Tu sais. Euh, et ce gars-là, dans le fond, il est aussi relativement hyperactif. Hein. Ça vient souvent avec. Moi aussi, un peu aussi. Mais c'est-à-dire aussi, mais c'est qui l'autre? C'est toi? Et quand il est arrivé dans la boxe, c'était le gars énervé qui arrivait dans le cours de 6 heures du matin. J'avais l'impression qu'il sortait d'un rave. Genre, wow, on y va! Et tout le monde était un peu endormi. Lui, à 6 heures, il foutait l'ambiance. Donc, je l'aimais bien. Je l'aimais bien dès le début. Et il étudiait pour être pompier parce que dans sa tête, c'était un cancre. Dans sa tête, il était comme, il faut que je trouve un métier où j'ai pas besoin d'écrire, pas besoin de lire. Genre, sinon, ça le fera pas. Et de fil en aiguille, il s'est quand même rendu compte que, ben, pour finir, il aimait lire en utilisant, exemple Audible, les livres audio, tout ça. Et que aussi, il y avait beaucoup de gens dans sa situation qui se pensaient incapables de faire quoi que ce soit. Et parce qu'ils avaient une difficulté, mais que dans le fond, si on les aidait, ils pouvaient être capables de faire autre chose. Donc lui, il est devenu un moment vendeur de maison, il a très bien réussi. Et après, il est devenu professional speaker pour aider, dans le fond, et coach en business pour aider les gens à atteindre leur potentiel. Tu sais. Et quand il a fait sa... Voilà. Je suis Donc, là. ouais, je redémarre. Donc, lui, dans le fond, il aide les gens comme coach en business maintenant. Et c'est un professional speaker euh, pour vraiment, dans le fond, montrer que tout le monde peut atteindre son potentiel, peu importe les difficultés. Et moi, ça m'avait marqué que ce gars-là, tout fou, un peu, tout ça, il me dise, ouais, j'essaye de lire un livre par semaine. Je disais, yo, t'es débile. Et moi, pendant la COVID, je me suis mis à lire un livre par semaine et faire des résumés. Et donc, un peu comme ça, en blague, je lui ai dit, tu sais quoi, à un moment, on a lu tellement de livres, toi et moi, que je pense qu'on devrait écrire un livre. Donc, ça venait de l'idée d'un livre d'un Canadien qui a écrit Ultra Learning, de comment être capable d'apprendre rapidement un nouveau métier, rapidement, genre des nouvelles capacités ou une nouvelle langue. Et il disait, il y a l'approche par projet. Il dit, si tu veux apprendre à lire un livre, à écrire un livre, dans le fond, écris un livre. Et tu vas te planter plein de fois. Peut-être que ton premier livre sera mauvais, mais du moins, tu vas apprendre beaucoup plus vite que si tu essayes, que tu attends d'être prêt. Donc, on s'est dit de façon un peu candide, on va écrire un livre. Ça va pas nous prendre longtemps. Pour finir, ça nous a pris 5 ans, mais bon. Euh, ouais, parce qu'on s'est pris un coach d'écriture. On écrivait chacun un paragraphe. Après ça, le gars il nous montrait. Tu sais, moi, je suis francophone, donc écrire en anglais, en plus, c'était difficile. Donc, mais l'idée, c'était d'apprendre à écrire mieux. Puis pour finir, à la fin, on a été relativement satisfait du produit. On l'a fait lire à plusieurs personnes qui nous ont dit, ah ben non, tu sais quoi, tu devrais quand même essayer de le publier. Mais c'est un peu, dans le fond, l'idée du livre au départ, c'était pas tant d'écrire un livre que nous, de devenir meilleurs, D'apprendre avec un livre. ouais, à coucher nos idées sur papier, tout ça. Je suis d'accord avec toi qu'il y a plusieurs endroits dans le livre qu'on pourrait approfondir plus et compagnie. C'est notre premier, tu sais. Genre, maintenant, après, c'est facile pour moi, en plus, en ayant été dans le livre pendant longtemps, de me dire, à tel endroit, il faut vraiment, on aurait dû parler plus de ça, plus de ça. Mais il y aura la suite. Finalement, avec Christopher, vous êtes quasiment entraîné à écrire un livre. Et puis, à force de vous entraîner à écrire un livre, bah, ça fait un vrai bouquin. Moi, j'ai vécu le même genre d'expérience il n'y a pas longtemps. Là, j'étais au CrossFit Games avec Mélodie. Et tu vois, j'ai voulu faire un vlog.
ça fait un moment que je travaille sur un documentaire sur des filles qui font du crossfit, et ça, j'aurai l'occasion d'en reparler parce que cette histoire-là, elle n'est pas terminée. Mais tu vois, moi, j'aime beaucoup ce mindset-là. C'est-à-dire que à un moment donné, c'est la phrase d'Orelsan là, qui dit ouais, si tu veux faire un film, tu prends ta caméra et puis tu filmes, tu vois. Et je pense qu'il y a des tas de trucs comme ça où au final, il faut juste déclencher. Et moi, c'est toujours un truc dont j'ai été assez admiratif chez toi, dans le sens où tu n'as jamais eu peur, tu vois, ouais, de tenter des trucs nouveaux. Et ils en parlent un peu dans le bouquin, mais je veux dire, toi, quand tu as ouvert la box de CrossFit Laval, il y avait beaucoup d'affiliés? Non, on était le 400e au Ok. monde. Et au Canada, il y en avait combien? C'est ça le sens caché de ma question. Au Canada, il y avait CrossFit Ok. Montréal, il y avait CrossFit Vancouver, il y avait le gym de Jocelyn Riley Brio, CrossFit Brio en Saskatchewan. Je pense que Pure Fitness de Jason McDonald a ouvert à peu près en même temps que moi, mais il devait être ouvert quelques mois Ok. avant moi. Il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait, tu sais, ça se comptait sur les doigts de la main, on se connaissait Ok. tous, là. Donc tu vois, donc mine de rien, t'étais quand même un early adopter. Mine de rien, le fait d'avoir eu envie de faire ça. Je crois que tu as été Mhm. l'un des premiers mecs aussi avec Force 5 à faire de la programmation en ligne. En plus, de manière souvent très open Ouais. source. Hein, ça, je sais pas quand est-ce que tu as commencé ça, mais 2013 2009. 2009. Ah, Force 5, c'est 2009? Non, non, ouais. Ben, sauf on a traversé l'océan plus vers 2012-2013, t'as raison. en tout cas, nous en France, c'est là qu'on t'a rencontré. Je dis toujours en rigolant à David Lenouvelle, là, tu sais, qui s'occupe de la formation des coachs à CrossFit Louvre. Il avait un blog, lui, à un moment donné, qui s'appelait DLN Trainer, tu vois, pour David Lenouvelle. Donc, il n'y a pas que Camille Leblanc-Bazinet qui peut être parano, tu sais. Vous aviez CLB, nous, on avait DLN. Et, et bon, et parce qu'on avait du mal à gérer les compétiteurs, à un moment donné, il a dû faire un choix et fermer le blog. Mais des fois, pour rigoler, je dis, tu te rends compte? Je dis, si t'avais pas lâché l'affaire, tu serais peut-être le Ben Bergeron français, tu vois, ou le Yami Tikkanen de l'Hexagone. Donc, Yami Tikkanen, c'est le coach de BKG et d'Annie Torres-Dottir, pour ceux qui n'ont pas la référence. Et du coup, t'aurais été vraiment bien. Et toi, tu as été là-dessus. Même chose hein, avec les premiers e-books, parce que ça se faisait pas ou peu, tu vois, au moment où tu as lancé. Et donc voilà, donc ça m'étonne pas. Tu as fait aussi un livre pour enfants, parce qu'on n'en a pas parlé, mais tu as aussi fait ça récemment. Quoi, il y a 2 ans. C'est vrai. Ouais. Donc, Ouais, en fait, 2022. dès que Virginie, elle tombe enceinte, toi, tu fais un truc. Non, exact. Ben, c'est un peu un concept. C'est un des concepts, tu vois, dont on parle un peu dans le livre, que habituellement dans le parcours scolaire classique, on te permet d'étudier avant le test. Et ça, c'est un concept qui en sport n'existe pas. En sport, on te met dans le test et on te dit d'étudier après. Ce qu'on veut dire par là, c'est tu fais le workout et après le workout, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un debrief et tu te dis, ouais, il va vraiment falloir que je travaille mes front squats. Et donc, c'est le test qui te permet un peu de créer tes devoirs. Et je pense que les gens qui font du sport, ils ont sûrement moins peur d'essayer des nouvelles choses à cause de ça. Parce qu'on est habitué à faire le test avant d'étudier. Tu sais, à pas se dire, ben, je vais attendre d'être prêt. Tu te dis, ben, on y va parce que C'est c'est ce qu'on fait en sport d'habitude. 1-2, partez prêt. Moi, j'appelle ça, j'appelle ça comme ça. Le 1-2, partez prêt. C'est bon? Allez, t'es parti, t'étais pas prêt? Bah voilà, de toute façon, il n'y a pas le choix maintenant. Mais ouais, et en plus, en vrai, vous faites référence, par exemple, à Branson, donc le patron de Virgin, dans votre bouquin. Et je crois que c'est une des phrases qu'on lui attribue, qui est de dire, ouais, dans le business, tu dis oui d'abord et tu réfléchis à comment tu vas faire après. Donc finalement, il y a quand même pas mal de ça. Et en tout cas, bah, franchement, ça a toujours été hyper inspirant, parce que moi, il y a plein de trucs. Je pense que le blog, même si depuis je l'ai un peu mis en sommeil, de All Out, etc., je l'aurais pas commencé si je t'avais pas rencontré. Et je t'avoue que moi, j'ai toujours en tête le fait d'écrire un livre autour du CrossFit. C'est juste que la, comment dire, la propriété intellectuelle autour de la méthodologie, etc., étant ce qu'elle est, il faut être sûr de trouver le bon angle et le bon axe pour faire quelque chose qui ait du sens, et en plus dans lequel tu viens pas t'approprier, tu vois, quelque chose qui ne t'appartient pas. Parce que Ouais. moi, le premier, à force de travailler dans cet environnement-là, tu sais, de vivre et de répéter et de penser, tu sais, avec
ces éléments, bah, tu finis par croire à tort, tu sais, pas que c'est ta création, tu vois, mais en tout cas, ça te paraît tellement naturel, tu vois, de parler des bienfaits de la préparation physique, de comment ça devrait fonctionner, etc., que tu peux avoir l'impression que c'est de toi, alors que pas du tout. Et ça, c'est valable aussi pour ceux qui écoutent le podcast, hein. Malheureusement ou heureusement, il n'y a rien qui nous appartient. Ça appartient à d'autres mecs. Mais n'empêche que voilà, c'est puissant parce que là, donc tu parlais de ton livre. Oui, il est ce qu'il est. Moi, j'ai trouvé qu'il était bon de ce que j'en ai lu. Je l'ai pas terminé encore, mais de toute façon, ouais, c'est quand tu commences à t'intéresser aussi aux bouquins, surtout ceux comme ça, qui ont une petite dimension quand même de développement personnel, tu te rends compte que souvent les éditions, elles sont renouvelées, améliorées, étendues, etc. Et je pense pas que tu sois le premier auteur, parce que du coup maintenant tu es auteur, chapeau, euh, tu sais, à avoir, à exprimer en fait sa pensée, et puis ensuite au fur et à mesure, venir affiner ses concepts. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont écrit des ouvrages dans ce goût-là, où à un moment donné, ils ont une forme d'urgence, tu sais. En fait, à un moment, ton urgence à vouloir t'exprimer devient plus importante que la résistance. Donc la résistance, si vous savez pas ce que c'est ce qui vous empêche de faire les choses. C'est la différence entre moi, par exemple, qui ai envie en ce moment de faire du stand-up, qui écrit des trucs, mais qui ne les ai pas encore enregistrés à la voix. Voilà, là pour l'instant, j'ai une résistance qui est plus forte que l'urgence que j'ai à faire les choses. Et là, quand l'urgence, elle prend le dessus, comme là, moi avec le vlog pendant les games, ou toi avec le bouquin, voilà, ça produit un truc, et qui de toute manière sera toujours à des années-lumière de celui qui ne produit rien. Ce qui est quand même toujours le truc, quoi. Donc bon. À 100%. Et à des années-lumière de ce que tu aimerais qu'il soit. Parce que tu as toujours après l'idée de vouloir rajouter, rajouter. Parce que ça, c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde. Ça nous a pris tellement longtemps d'écrire. Quand on l'a terminé, bon, tout ça, le lancement. Avant le lancement, je me suis dit, tiens, on l'avait déjà lu plein de fois dans son intégralité pour pouvoir vérifier, mais je vais relire, mais cette fois-ci comme si c'était un livre qui avait été écrit par quelqu'un d'autre. Ben, c'est spécial parce que tu peux l'interpréter différemment de ce que tu as voulu dire. Quand tu le lis vraiment en te disant, tiens, c'est pas moi qui l'ai écrit, on va vraiment essayer d'apprendre, tu te dis, ah tiens, ici, j'avais pas vu que ça peut être intéressant à cause de ça. Là, c'est vraiment intéressant. Et je me disais souvent comment Greg Glassman devait se sentir quand il relisait le Level 1. Tu sais? Ouais, sans compter que tu imagines les articles de Glassman, pour le coup, ils ont vraiment été. Je pense que les articles du CrossFit Journal et les tweets de Glassman font vraiment partie des types d'écrits qui ont été lus, relus, interprétés, réinterprétés de 1000 façons différentes, et sans doute pas celle qui avait été anticipée au départ par l'auteur. Donc après, Ah, ce c'est qu'il y a à clair. dire dans le monde du CrossFit, c'est de réussir à toujours à remettre un peu, comme disait Nicole Carroll, là, l'église au centre du village, pour rappeler un peu ce qui fonctionne. Et voilà, mais oui, effectivement, c'est intéressant. Moi, c'est ce que je disais beaucoup quand j'étais en classe de français ou de littérature. Je disais, mais quand j'essaie de l'étude de texte, j'ai toujours, mais pourquoi est-ce qu'on se casse la tête à tenter de décrypter les figures de style rédigées par un mec qui en avait sans doute même pas conscience quand lui, il a posé, tu sais, ses mots sur le papier, parce qu'il l'a fait au talent. Ou que parfois, tu as des mecs, genre, tu sais, Balzac, par exemple, c'était un gars il écrivait dans des revues et était payé à la ligne, tu vois. Donc c'était vraiment, Oui, c'était oui, oui. Donc c'est pour ça qu'il faisait ah des bah, longues plus t'en phrases. mets, plus t'en as, tu vois. Genre, oui, c'est sûr que là, s'il te parle d'une maison, il va te la décrire, c'est du sol au plafond. Bah ça, c'est certain, parce que en fait, en vrai, lui, ça lui faisait de l'oseille. Mais donc toi, t'étudies ça, alors que tu sais, moi, je me disais, bah, il veut juste prendre du fric, laissez-le tranquille. Passons à la suite de l'histoire, tu vois. Bref, et du coup, c'est des trucs assez marrants. Est-ce que, parce que je sais que donc toi, tu as eu un gym pendant longtemps. Ensuite, ce gym, avec la Covid, tu l'as fermé. Tu t'étais, de toute façon, là-dessus aussi, tu as été visionnaire, de te dire que tiens, tu pourrais faire de ton garage quasiment un gym à part entière, mais c'était pas le but de départ. Et puis que là, moi, finalement, quand je regarde tes stories, je me rends compte que 4 ans après la Covid, ça a l'air de pas désemplir le gym, comment tu l'as appelé, le Mats Garage, c'est ça? Ok. Exact, J'ai exact. l'impression que c'est plein à craquer. Et donc, je sais que là, tu es peut-être en projet de réouvrir une affiliée, entre guillemets, plus traditionnelle, parce que ton garage, il est affilié, mais de le faire d'une manière voilà, plus traditionnelle. Est-ce que le fait d'avoir écrit ce bouquin-là,
est-ce que quelque part, ça t'a remis aussi un petit peu dans le mood de te relancer potentiellement un jour dans l'ouverture d'une box, ou c'était deux projets complètement déconnectés? Pour être franc, c'est déconnecté parce que dans la plupart des trucs que j'ai fait dans ma vie, là, je pense pas trop à savoir si c'est une bonne décision ou pas. Je, je le dis pas d'une mauvaise façon en voulant dire je suis imbécile et puis, mais je regarde un peu les opportunités qui se présentent. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que pour être bon, il faut apprendre à dire non. Mais moi, j'ai l'impression que si tu es passionné d'un seul truc, c'est un peu comme si tu étais constipé. En théorie, tu devrais être passionné de plein de trucs. Ok. Tu sais, si toi tu dis, moi je suis juste passionné de la musique baroque de telle époque, à mon avis, tu es constipé. Apprends à écouter d'autres trucs. Tu sais, apprends à allonger un peu ou élargir un peu tes horizons. Donc, j'ai toujours eu l'optique un peu de me dire que moi, une de mes forces, c'était d'apprendre à, pour utiliser une expression québécoise, tomber en amour avec plein de trucs. Et donc, après, tu deviens passionné de ce truc-là. Tu sais. Et je m'étais jamais fermé l'idée de réouvrir un gym, mais je m'étais dit, il y a un moment, l'opportunité qui va me faire tomber en amour avec vouloir réouvrir un gym va se présenter. Puis donc, quand le truc s'est présenté, ben là, on est dans le processus de le faire. Mais c'était pas un objectif, tu sais, sur lequel j'ai médité, puis il y a des objectifs écrits sur mon miroir, réouvre un gym, faut absolument. Je me suis dit, si ça arrive, ça arrive. Et puis là, c'est en train d'arriver. Pour être franc, je me rends compte maintenant que c'est en train d'arriver, en fait, que je suis beaucoup plus excité que j'aurais même pensé. C'est comme le contraire un peu de, tu sais, tu te dis, j'ai tellement hâte, j'ai tellement hâte, j'ai tellement hâte. Quand ça arrive, des fois, tu es un peu déçu. Ouais. Là, je me disais, ouais, ben, ça arrivera si ça arrive. Et là, plus ça arrive, plus je suis comme, yo, j'ai vraiment hâte, là. Ça va être cool. Donc, ouais, je suis chanceux Ouais, pour c'est ça. cool. S'il y a un truc que tu aimerais conserver de l'ADN de CrossFit Laval, que tu aimerais être capable, tu vois, enfin, du moins dans ta manière de faire vivre un affilié, que tu aimerais être capable de retransmettre dans ce nouveau lieu, est-ce que tu sais ce que c'est? Le truc que tu aimerais préserver à tout prix? Ouais, honnêtement, je me suis beaucoup posé la question. Et je me suis rendu compte que le fil conducteur de CrossFit Laval, c'était de ne pas avoir peur d'évoluer. Je te donne un exemple, tu as parlé de Force 5, on était les premiers à faire ça à CrossFit Laval. Pendant longtemps aussi, on était un des seuls gros gyms à permettre à nos coachs de coacher dans plusieurs gyms. On était... Et je te dis pas que c'était une bonne idée ou une mauvaise idée, mais on n'avait pas peur d'évoluer. Et puis là, avec cette nouvelle aventure-là, dans le fond, je veux faire super attention de ne pas rentrer dans le dogme de il faut que ce soit CrossFit Laval et il faut que ce soit du CrossFit pur et dur, genre comme le texte qu'a écrit Greg Glassman. Il faut évoluer du fait que là, maintenant, ça va faire plus de 15 ans que j'ai ouvert mon affilié et on n'est pas au même moment. Et même dans l'organisation, dans la structure des cours, dans la structure même de la gestion, les idées, j'ai déjà eu des idées arrêtées sur le Open Gym, par exemple, mais qui sont plus d'actualité parce qu'on n'est plus dans la même, dans le même moment. Exemple, tu as parlé du garage gym. 90% des gens qui viennent dans mon garage, ils ont ou le niveau 1 ou le niveau 2. C'est plus la même chose que quand j'ai ouvert où est-ce que les gens, j'avais besoin de leur expliquer c'est quoi la méthodologie CrossFit. Les gars, ils arrivent, les filles, ils arrivent, ils pourraient me coacher. Donc, ça va pas être la même dynamique. Donc, je me dis, il faut justement, j'essaie de faire bien attention, pas de le rendre différent de CrossFit Laval, mais pas non plus de tomber dans à CrossFit Laval, on faisait comme ça, donc il faut que ce soit comme ça. De juste continuer à évoluer avec le truc. C'est marrant parce que j'allais te demander du coup, c'est quoi l'erreur que tu referais pas, mais je pense que quelque part, tu l'as déjà un peu, tu vois, tu l'as déjà un peu souligné et gratté là. Et, Ah, je te dirais que l'erreur, il y en a quand ok. même une. C'était d'avoir trop d'espace. C'est ce que j'allais dire. Tu vois, ce gars-là, Ben, avec qui j'ai bossé pendant 12 ans, bah, je crois que je lui demanderais quand même de se couper les cheveux plus souvent, tu vois. Mais non, pour vrai, il y a un moment, je pense qu'on est devenu vraiment trop gros. Le moment, la superficie de la salle était Ok, ridicule par rapport à ce qu'on avait besoin. Et ça dénaturait un petit peu le truc parce que les gens pouvaient se cacher un peu, pouvait y avoir genre un peu, ça segmentait un peu le truc. En fait, c'est bon.
le garage, en fait, c'est le garage qui m'a appris ça. Tu peux être un peu les uns par-dessus les autres, devoir partager un peu de l'équipement, et des fois, c'est même mieux. Parce qu'en fait, tu vois, ce matin, l'entraînement qu'on a fait, j'étais avec un autre gars qui s'appelle Matt. Il a exactement la moitié de mon âge. Et lui, il a des jambes, en blague, on lui dit des jambons, c'est pas des jambes, plus grosses que mon tronc. Donc, c'est sûr que quand on faisait les front squats, il poussait. Et dès qu'il faisait tomber la barre, moi, il fallait que je la prenne, mais j'essayais quand même de faire le même nombre de répétitions que lui. Et puis moi, je suis beaucoup plus technique que lui sur les hang clean. Donc, lui, ça le poussait. Et pour finir, à deux sur la même barre, on a fait un meilleur temps qu'on aurait fait tout seul avec chacun notre barre. Donc, moi, ça m'a définitivement appris que le service qu'on vend dans une affiliée, c'est définitivement pas l'espace ou l'équipement, mais c'est vraiment l'environnement de coaching et de dépassement de soi qu'on vend. Tu sais, moi, je suis raccord avec ça 1000 fois. Bon, de toute façon, tu le sais, tu connais CrossFit Louvre. Hein. Je pense que même si les choses se sont améliorées avec le temps, on a grandi en même temps que notre nombre d'adhérents a grandi. Donc, ce qui veut dire que la lutte pour l'espace et pour l'équipement est toujours restée le même. Mais tu vois, là où je m'entraîne à l'heure actuelle, je suis en banlieue parisienne à CrossFit One Zone. C'est super. C'est très grand. Il y a tout le matériel qu'il faut. Mais je suis complètement de ton avis, tu vois. Et vraiment, là, je le disais encore ce matin, tu vois, l'entraînement que je t'ai décrit où il fallait faire 30 secondes de rameur, 45 secondes de rameur, 15 secondes de transition et 30 secondes de toast to bar. Je l'ai fait, tu vois, il n'y a pas de problème. J'ai essayé de m'envoyer autant que je peux, mais j'avais quand même cette voix intérieure dans ma tête qui disait ah vas-y, lâche la barre là, t'as les avant-bras congestionnés ou t'es sûr tu veux tirer encore là pendant les 10 secondes. Et je disais à Loïc, j'ai dit franchement, j'aurais donné cette classe parce qu'il avait mis, tu sais, il a vraiment genre 15 rameurs et tout, il a tout l'espace. Je dis franchement, moi je crois que j'aurais sorti 6 rameurs, j'aurais fait des équipes de 3. Il me dit ah ouais. Je dis ouais, tu fais une équipe de 3. Le premier mec qui part, il fait 45 secondes de rameur à balle. Quand il se lève, le deuxième, paf, il lui emboîte le pas. Il fait 45 secondes à balle. Pendant ce temps-là, l'autre, il fait sa transition et ses 30 secondes de toast to bar. Et puis, quand il lâche la barre de toast to bar et que l'autre va venir le remplacer, le troisième athlète, il se déplace et il enquille. Et j'ai dit, et comme ça, c'est le score de l'équipe. Ça devient le nombre de calories au rameur et le nombre de toast to bar. Et en vrai, c'est mieux parce que tu parlais de cet environnement, etc. Et tu parles dans le bouquin de faire la compétition contre soi et faire la compétition avec les autres dans le but d'atteindre un objectif commun. Et ben, malgré tout, en fonction de ton tempérament, pour un mec qui va dire ouais mais mes temps de transition ils sont pas optimum, ouais ben j'en ai 90 qui vont dire ouais bah franchement ça m'a soufflé dans les bronches et du coup à partir de là ça a fonctionné. Donc vraiment ça pour moi ça c'est un point qui est hyper important et qu'on doit pas perdre de vue parce que véritablement ouais ça fait la diff et c'est cool d'entendre ça surtout de quelqu'un qui a le parcours que toi tu as. Ouais, non, absolument. Mais je pense que c'est après tout le reste, si on comprend ça, tout le reste après c'est superflu un peu. C'était l'épisode du Shaker Show. C'était un grand plaisir de vous avoir avec nous et de vous avoir avec Mathieu. Je vous dis à tout bientôt. Ciao.